Pierre Pégué va nous rejoindre. Bonsoir à tous. Et merci du fond du cœur d'avoir répondu à l'invitation du collectif République. Alors, un petit mot sur ce collectif. La République, c'est l'acronyme de réfléchir, proposer, unir, bâtir un lien et un idéal commun. Il a été créé par moi-même, j'en suis le président, mais je ne suis pas le seul à l'avoir créé. À côté de moi, il y a un homme qui veut œuvrer dans la discrétion d'un homme. Néanmoins, aujourd'hui, je suis obligé de le présenter publiquement, du fait de laisser sa modestie. Il s'agit de mon ami Jean-Baptiste Dominaire, un homme efficace, un homme de l'homme, loyal, qui est là. J'appelle merci pour ta loyauté, surtout ton efficacité, surtout ta générosité. Et je sais que tu as à cœur de faire vivre ce collectif et tu as à cœur aussi de te donner pour les bulletins et les bulletines. Alors, c'est un club qui se veut comme un laboratoire d'idées. Il est affilié à aucun mouvement politique. Il veut simplement fonctionner en se basant sur les valeurs de la République que vous connaissez, liberté, égalité et fraternité. Quiconque est en accord avec ces valeurs-là, bien entendu, peut venir travailler avec nous pour faire avancer, n'est-ce pas, des sujets d'intérêt commun, des sujets d'intérêt général. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est notre troisième réunion publique. La première était destinée à une réflexion, on partage sur la transition énergétique. Je sais que le développement durable est une priorité, mais il faut qu'il se fasse dans la justice sociale. Quand on dit qu'en 2035, il n'y aura plus de voitures thermiques qu'on doit passer à l'électrique, il faut penser à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Voilà. Développement écologique, mais aussi justice sociale. Le deuxième thème, c'était sur l'éducation, la formation, l'insertion des jeunes. C'est aussi, vous encoderez, un sujet d'intérêt majeur. Aujourd'hui, notre troisième réflexion porte sur un sujet qui intéresse tout le monde. La santé en particulier, les déserts médicaux. Quand on parle de désertification médicale, on parle essentiellement d'inégalité dans l'accès à la santé et aux soins. Une inégalité géographique et aussi une inégalité financière. Inégalité géographique parce que selon le lieu où vous habitez, vous pouvez avoir accès plus facilement aux soins, à la santé, et dans d'autres endroits, vous avez des difficultés. Je vais citer un rapport du Sénat qui a été présenté le 29 mars 2022. Que dit ce rapport? Il dit que 20,2% de la population française vit dans les déserts médicaux. 62% à ce qui concerne la région Île-de-France, qui est le plus grand désert médical du pays. Et dans cette région, nous avons aussi des inégalités. Le département le plus sinistré, c'est la Seine-Saint-Denis. 90% de la population vit dans un désert médical. S'ensuit la Seine-et-Marne, essentiellement des territoires ruraux. En ce qui concerne le département, il aura le développement. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. 6 millions. Chaque année, 1,6 million de personnes renoncent aux soins. Soit parce qu'il n'y a pas de médecin à côté, ou alors quand il y en a, en ce qui concerne les spécialistes notamment, il ne faut pas payer parce que c'est des tarifs non conventionnels. Il y a des dépassements d'honoraires. Et ça n'est pas suffisamment pris en charge par les mutuelles. Donc, on renonce. Du côté des médecins, 40%
n'est-ce pas, souffrent de burn-out. Telle est aujourd'hui une réalité prégnante. Quand on dit ça, le constat, on se dit, pour ça, il faut faire quelque chose. Il faut réagir, il faut essayer de trouver une solution. Et donc, les acteurs institutionnels sont interpellés. En premier lieu, l'État. Vous avez suivi récemment que les parlementaires de tous bords politiques ont présenté une proposition de loi pour mettre fin à la liberté d'installation des médecins. Mais cette proposition de loi n'a pas été acceptée. Les syndicats de médecins l'ont refusé, préférant s'en tenir à la charte de 1927 qui énonce la liberté d'installation pour les médecins. Alors que vous savez que les pharmaciens n'ont pas cette liberté. C'est assez réglementé. La loi Bachelot de 2009, pourtant, a énoncé clairement qu'il faut que tous, partout dans quelque territoire qu'on soit, on puisse accéder à la santé. Ça n'est pas le cas. Les initiatives foisonnent, maisons de santé, maisons médicales, etc., etc. Les collectivités locales aussi s'y mettent. Alors, parmi ces collectivités locales, bien entendu, il y a les départements. Alors, ce qui nous concerne, c'est le thème de la rencontre aujourd'hui. Il faut s'interroger sur ce que fait le département désigné. On sait que la compétence, première et de compétence majeure du département, c'est l'action sociale. Donc, si le département désigné s'implique fortement dans la santé, c'est d'abord une volonté politique et qu'il t'appartiendra ici de nous expliciter. Alors, pour en parler donc, j'ai invité deux acteurs du département. D'abord son président, Pierre Béguet, qui, je le répète, va nous rejoindre incessamment, il est en route, et son vice-président, Laurent Richard, donc qui est vice-président à la santé. Laurent a une autre casquette aussi qui est intéressante, puisque tu es maire de Moule. Voilà, et accessoirement président du syndicat d'énergie désigné. Mais en tant que maire et conseiller départemental, je pense que ton regard aussi est extrêmement intéressant. Et tu m'as reçu dans ta commune. Je suis dans la presse, en tout cas, qu'il y a quelques années, la commune était, on va dire, presque un désert médical. Aujourd'hui, je dirais chapeau, il y a quand même un développement médical. Alors, avant de te passer la parole, je vais te poser une question. C'est quel constat a amené le département à ce qui, bien que la santé n'est pas de notre compétence obligatoire, nous allons nous investir. Qu'avez-vous fait? Que faites-vous? Avez-vous fait une évaluation pour savoir aujourd'hui les actions que vous avez menées sur le terrain, est-ce que ça a commencé à porter ses résultats? Donc, la rencontre de ce soir, en ce qui te concerne, ça s'est tourné sur ce point-là. Ensuite, la salle que je vais te montrer, et quand Pierre sera là, il prendra la parole, et ensuite, vous allez intervenir. Voilà, merci Laurent. En tout cas, merci, parce que je sais que tu as un agenda très chargé, mais tu as su trouver du temps pour les débuts. Merci. Merci de ton accueil, Papa Wally. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Bonsoir à j'ai rencontré les personnes de la mairie des bureaux, les professionnels de santé qui sont ici. Et bonsoir à tous également, chers amis. Alors, pour répondre directement à ta question, en fait, le constat qu'on a fait est assez simple. Levé entre 2010 et 2020, on a perdu 20% de médecins. Donc, on y vit, c'est à peu près la stagnation. Deuxième constat, 44% des médecins ont plus de 60 ans. Et dont 25, plus de 65. Donc, oui, vous comprenez que même dans les 2 ans, 3 ans qui viennent, on va en compte à peu si on n'a pas encore le chiffre. Pour ce qui concerne la décertification médicale,
il y a deux notions. Désertification médicale, déjà la totalité des îles sont en désertification médicale. C'est une question de ratio selon le patient par médecin. Mais en fait, ce qui est important, ce qui est plus grave, c'est qu'on a 65% de la population qui se trouve dans des zones d'intervention prioritaire. Donc, essentiellement, c'est des zones rurales, ça représente les 2 tiers de la surface des îles, un tiers étant urbaine, et c'est également, les déserts médicaux sont aussi dans les quartiers politiques de la ville. Donc, on a de notre côté décidé d'intervenir prioritairement, bien sûr, pour ces 2 types de populations. Alors, ce n'est pas une décision simple, parce que c'est une politique volontariste. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, normalement, dans les attributions d'un département, on est plus obligé de faire de la santé pure. Le seul domaine de santé dans lequel on agissait, auquel on agit toujours, bien sûr, c'est la PMI, la prévention maternelle infantile. Autrement, bon, la santé, comme l'a très bien dit Papa Wally, c'est le domaine de l'État. C'est une fonction régalienne de l'État. Mais voyant qu'on est dans une situation dramatique, que l'État avait beaucoup de mal à réagir, c'est toujours le cas aujourd'hui, déjà c'est occupé avec les hôpitaux et notamment les problèmes d'engorgement des urgences et du personnel hospitalier. Donc en fait, ils ne s'entendaient pas. Donc on a décidé, d'une façon volontaire, d'essayer d'améliorer la situation pour les Illinois, dans le domaine et surtout de l'investissement. Donc, pourquoi? Parce qu'on avait de bonnes capacités d'investissement, on s'est dit que c'est une des priorités pour les îles, donc allons-y, même si c'est un boulot normalement. Et donc, on est allé dans 2 voies. Une voie qui est la construction en partenariat avec les communes, bien entendu, et surtout c'est à la demande des communes, il y a des appels à projets qui sont faits, et auxquels répondent les communes qui le souhaitent, en partenariat avec les communes, construire des maisons médicales. Elles peuvent être, ces maisons médicales, soit de l'initiative, soit de la propriété totale du département, le bâtiment, soit ça peut être en coopération avec la commune, si la commune souhaite rester chez elle. À ce moment-là, on subventionne fortement, mais on n'a pas la totalité de la propriété. Deuxième voie dans laquelle on s'investit, c'est la répartition de cabines de télémédecine. Et je vous expliquerai exactement ce qu'est une cabine de télémédecine tout à l'heure. Donc, revenons aux maisons médicales d'abord. On a fait donc un appel à projet qui couvre les années 2017-2019 et on est en train de construire. Alors, aujourd'hui, la situation elle est assez simple. On a déjà, on a en tout validé 22 maisons médicales et on a débloqué 32 millions d'euros pour les construire. Vous en avez actuellement 13 qui sont ouvertes, 3 maisons médicales départementales, dont le département est propriétaire, et 10 qui sont des maisons médicales communales, dans lesquelles on a très fortement participé à la subvention qui peut monter jusqu'à 60-70% selon les cas. Il nous en reste encore 9 à réaliser, 6 qui seront départementales et 3 en maison communale, en appel à projet toujours. Alors, ceci, c'est ce qui s'est arrêté en 2019. Une demande, elles sont en cours de réalisation. Alors, on fait une petite pause actuellement pour s'assurer, bien sûr, que ces maisons médicales fonctionnent. Parce que c'est bien d'avoir des bâtiments, mais encore faut-il qu'il y ait des médecins dedans et des paramédicaux. Donc, on prend toutes les précautions pour ça. C'est-à-dire quand on fait un projet de maison médicale, on discute avec les médecins du lieu, les paramédicaux du lieu, on construit la programmation avec eux, on leur demande pour ceux qui sont déjà dans le coin de s'engager, s'ils le souhaitent, bien sûr, ils sont libres de le faire, de s'engager pour l'avenir à venir dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les jeunes médecins ne viennent quelque part que s'ils peuvent travailler en groupe.
s'ils sont seuls, vous savez, accrocher sa plaque de médecin aujourd'hui en bas de l'immeuble et recevoir dans un appartement, c'est l'horreur pour un jeune médecin parce que du jour au lendemain, il y a 70 personnes qui sont devant la porte en attendant et qui veulent absolument effectivement être reçus. Donc pour eux, c'est l'horreur. Deuxièmement, ils aiment bien partager leur diagnostic, souvent avoir des discussions avec d'autres, faire un travail technique quand c'est nécessaire, quand c'est plus complexe. Et troisièmement, les temps ont changé. Le temps où les médecins accordaient 70 heures, 80 heures par semaine à leur métier, se déplaçaient le week-end, etc., était corvéable à merci, comme on dit. Bien aujourd'hui, c'est plus le cas. Les jeunes médecins, d'abord la profession s'est beaucoup féminisée. Donc les femmes souhaitent toujours avoir un peu plus de disponibilité familiale que les hommes déjà, mais même les hommes, ils veulent bien faire 40, 45 heures, 50 heures, ce sont des libéraux, hein, ils ne sont pas contraints à faire 35 heures, mais 70 ou 80, non. Donc tous ces éléments font qu'ils préfèrent travailler en équipe, ils préfèrent être dans des locaux aussi qui sont modernes et adaptés. Beaucoup de médecins anciens déjà installés depuis longtemps ont des problèmes de locaux qui ne sont pas à habilité PMR, c'est-à-dire qui n'ont pas la mobilité, qui ne respectent pas la mobilité des handicapés notamment. Donc tout ça, ça les arrange. Et puis enfin, il y a une raison fondamentale aussi, c'est qu'un jeune médecin, pour s'installer, il n'y a pas trop de moyens. On sait que dans les Yvelines, les loyers, c'est pas rien, surtout dans certains points. Donc, ça nous permet aussi de mener une politique à bas coût, c'est-à-dire de loyer très bas. Vous avez l'ordre d'idée, c'est de l'ordre au mètre carré, c'est de l'ordre du logement social moyen, ou même plutôt, je dirais, les BLAI, les premiers prix de logements sociaux. C'est-à-dire qu'on a une politique qui permet d'accéder très facilement, parce qu'on n'est pas là pour payer de l'argent, on n'est pas des promoteurs immobiliers. Les communes. Alors, ce qui est très important, je vais le dire, on parle des communes gèrent complètement ces maisons, qu'elles en soient propriétaires ou non. Je prends l'exemple de la commune de Moule, qui est une commune de 6 000 habitants, on a fait une maison médicale départementale, et en fait, on la gère complètement. C'est-à-dire qu'on a à la fois la gestion, on reçoit les loyers, et avec ça, on la gère complètement, on l'entretient, etc. C'est-à-dire que c'est ce qui est formidable avec le département, je dois le dire, je suis un peu des deux côtés, mais vraiment, je remercie le département de faire confiance aux communes, à leurs maires, à leurs conseillers municipaux, aux agents communaux, pour être capable de gérer les choses dans la proximité. Et je crois que la proximité, c'est vraiment la garantie un peu du succès. J'expliquais tout à l'heure la façon dont on fait la programmation intérieure de la maison médicale, c'est toujours avec les médecins qui vont l'utiliser. Donc c'est un exemple. Là, c'est comme quand on demande à une cuisinière de concevoir sa cuisine. C'est la cuisiner dedans, c'est pareil. C'est exactement la même chose. C'est quelque chose de fonctionnel, les gens adaptent. Donc voilà, ça, de ce point de vue, c'est très important. Alors en matière de résultats, où est-ce qu'on en est? Donc je vous ai donné déjà un peu le point au niveau des nombres des handicap. Au niveau handicap, il faut savoir qu'en moyenne, c'est 770 mètres carrés, c'est la moyenne. Quand elle est départementale, et un peu plus de 500 mètres carrés quand elle est effectivement d'initiative communale. Alors, on a actuellement créé 126 cabinets nouveaux. Dans ces 126 cabinets, 30 sont encore vacants. Le problème, c'est de trouver effectivement des médecins pour les occuper, mais c'est déjà un bon taux, puisqu'on a un taux d'occupation de 81%, donc c'est déjà un beau succès. Malheureusement, on sait qu'en France, il y a pas mal de départements qui ont construit un peu vite les choses, et puis ils se retrouvaient avec des maisons vides. Donc là, le fait d'être en partenariat avec la commune, en partenariat avec les médecins, les professionnels de santé, excusez-moi quand je dis médecins, je parle de professionnels de santé, c'est-à-dire que ça concerne tous les paramédicaux également qui participent à ces réunions de séparation
opération de programmation. Le fait de faire ça, automatiquement, ils s'approprient plus facilement le lieu et ils rentrent plus volontiers. Les anciens rentrant dedans, les nouveaux arrivent plus volontiers parce que la maison est déjà occupée. Elle est plus seule, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une des clés du succès. Alors en médecin pur, ça représente actuellement 56 médecins nouveaux, 40 généralistes et 16 spécialistes. Donc c'est effectivement déjà des résultats qui sont intéressants. Alors, on ne va pas, bien sûr, on marque le pas sur les pouvoirs bien remplis, etc., mais on va aller plus loin. On a des communes, bien sûr, qui sont maintenant, qui ont participé à l'appel à projet de l'époque, 2017-2019, mais qui sont candidats maintenant. Et on regarde notamment en politique de la ville, pour compléter la carte, on a par exemple la Verrière, qui nous a fait une demande, on a Montaville, et on a les Mureaux, qui actuellement a déjà une maison médicale d'initiative privée, mais certains professionnels ayant pris leur retraite commencent à se vider sérieusement, et il se trouve qu'elle avait un statut très particulier, c'est-à-dire que les médecins qui étaient dedans et les paramédicaux étaient solidaires financièrement entre eux. Donc dès qu'un s'en va, le loyer du logement qui l'occupait, paf, doit être payé par les autres, et ainsi de suite. Donc ça devient à un moment donné un énervable, c'est-à-dire que les derniers, ils sont surchargés de charges, voilà, on peut dire. Donc, l'idée actuellement, et on est en train d'en parler, notamment, bien sûr, avec la commune des Mureaux, c'est de pouvoir racheter les murs de cette maison pour en faire une maison médicale telle que je vous l'ai décrite aujourd'hui, parce que nos systèmes font qu'on accorde des baux aux médecins libéraux, mais chacun a son propre bail. Il s'en va, c'est nous qui prenons le risque de pouvoir effectivement remplacer ce cabinet, remplacer la personne de ce cabinet, s'il y a un problème de charge, donc qui reste effectivement financé par le département et la commune. Voilà, donc je dirais la commune, puisqu'on donne tous les loyers à la commune. Donc c'est la commune là qui est gestionnaire sur ce plan. Alors, il y a d'autres aspects que le côté immobilier. On forme également les médecins qui le souhaitent, et on les incite un peu à devenir ce qu'on appelle maître de stage. Maître de stage, c'est pour les internes en médecine générale, et notamment lorsqu'ils sont en 5e année, je crois. Ils sont très intéressants parce qu'ils peuvent faire d'abord un premier semestre et ensuite un deuxième où ils peuvent faire des actes médicaux. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de l'offre de soins, des actes, sous le contrôle, bien sûr, d'un maître de stage. Donc, si on forme ces médecins en maître de stage, eh bien, ça permet d'accueillir, en plus des médecins, d'accueillir des internes de l'université de Versailles-Saint-Quentin, avec lesquels on a un accord, et donc, ce qui améliore l'offre médicale. On fait aussi une deuxième chose, c'est-à-dire qu'on aide les médecins dans leur secrétariat médical. S'ils souhaitent avoir un secrétaire médical pour plusieurs, qu'une formule médicale, à ce moment-là, on offre le salaire on rembourse le salaire de cette personne à 100% la première année, à 60% la deuxième année, à 40% la troisième année, et après, ça devient la charge des médecins. Mais c'est bien pour les jeunes médecins, puisqu'en fait, ils ont besoin d'avancer un peu la pompe financièrement pour pouvoir se permettre d'avoir un sauvegarde médical, même partagé. J'y arrive, ça ne pose aucun problème. 3 ans, largement la capacité de le faire compte tenu du nombre d'actes qu'il faut. Il y a enfin. Bonsoir madame. Des attentes nouvelles des praticiens, donc ça je dis en fait pour le constat. On favorise aussi l'installation vraiment des jeunes professionnels, mais là c'est en coopération avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec laquelle on coopère aussi dans ces maisons médicales, offre aussi des aides à l'installation, c'est-à-dire que le médecin puisse acheter son matériel, son mobilier, etc., chose qui n'est pas
le rôle du département. Alors, parallèlement à cela, on a créé, vous savez, on avait des bus qui ont servi pour faire les tests pendant le Covid, la période du Covid. Ensuite, pour faire des vaccins. On les a transformés, on transforme en bus santé. Et ces bus santé vont avoir une cabine de télémédecine à l'intérieur, c'est la télémédecine, comment ça marche, pour aller vraiment dans les communes rurales les plus éloignées. On ne peut pas faire des médicaments partout, bien sûr, on les répartit par bassin de santé, comme on dit. L'idée, c'est que personne ne soit à plus une vingtaine de minutes maximum d'une maison médicale. C'est quand même encore jouable. Mais pour là encore, ça devient difficile, et en attendant que toutes ces maisons soient construites, on a mis ces bus santé en place. Alors, en investissement, je vous l'ai dit, 32 millions d'euros pour les maisons médicales, et pour les cabines de télémédecine, c'est 9 millions d'euros. Alors, avant de parler, je vous l'ai dit, pour les bureaux, puisque ça fait partie de nouveaux dossiers, au-delà des 22 maisons actuelles, là, on est en pleine discussion, et en fait, une discussion de rachat avec le propriétaire des murs, mais on est déjà en totale, je dirais, convergence avec la commune et avec les médecins, les professionnels de santé qui sont là et qui ne demandent pas d'eux, qu'on puisse effectivement racheter à terme cette maison. Cabine de télémédecine, il y en a déjà une aussi au bureau. Elle est à côté du territoire d'action départementale, enfin une section du territoire d'action départementale qui se trouve là, dans la même avenue. Alors, comment ça marche, ces cabines de télémédecine? D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une cabine, disons une dizaine de mètres carrés, à peu près. Et c'est une cabine qui est complètement, bien sûr, insonorisée, de façon totalement confidentielle, climatisée, bien sûr, et totalement sanitairement, totalement, systématiquement, je dirais, désinfectée à chaque passage. Après chaque passage, après chaque patient, elle est totalement désinfectée. Le principe, c'est de faire de la télémédecine avec un médecin qui est derrière un écran, mais c'est pas seulement une visio, ça va beaucoup bien au-delà de ça. Alors déjà, on a un médecin qui, dans 75% des cas, est 18 mois, et dans 25% des cas, ça peut être dans d'autres départements de France. Et alors, avec ce médecin, vous allez pouvoir utiliser, il y a 12 appareils connectés autour de vous. Vous allez pouvoir utiliser ces appareils, sur ces applications, bien sûr, et vous peuvent prendre, comment faire, ou mettre le stéthoscope, ou mettre le tensiomètre, quoi faire les autres instruments connectés qui sont là. Et en fait, ces 12 instruments, c'est ce qui est vraiment utilisé dans une consultation courante. Vous voyez, quand vous allez chez notre médecin, ce qu'il utilise, il y a 3-4 appareils assez classiques. Il y en a en plus pour l'optique, il y en a pour les fonds d'œil, il y en a pour... ça va assez loin. Et là, on a à peu près toute la gamme des outils nécessaires à un médecin pour son diagnostic. Donc ça se passe exactement comme dans une consultation, vous êtes confortablement installé, etc. Je l'ai fait une fois, moi je trouve ça vraiment impeccable. Là, on ne peut pas y aller en estimant avoir, enfin en soupçonnant d'avoir une maladie de très grande gravité. Ça se terminera simplement en vous conseillant d'aller voir un spécialiste. Je ne vois pas bien l'intérêt. C'est bien sûr pour toutes les maladies courantes que l'on peut avoir. Et alors, il suffit d'arriver avec sa carte vitale, on la met. Ensuite, à la fin de la consultation, quand tout est fait, le diagnostic, vous avez un rapport qui sort et qui est envoyé aussi à votre médecin si vous appliquez le nom d'un médecin qui n'a pas pu vous recevoir parce qu'il était débordé, il ne peut pas vous recevoir avant un mois par exemple.
ou 3 semaines, mais vous aviez votre angine, et l'angine ne va pas attendre 3 semaines pour avoir une ordonnance contre une angine. Donc vous êtes allé urgemment dans cette cabinet des médecine, et le rapport est envoyé à votre médecin avec en annexe l'ordonnance. Vous avez l'ordonnance qui sort aussi de la cabine, qui vous est confiée, et à ce moment-là, vous allez vous-même chercher vos médicaments, exactement si on sortait de chez le médecin. Donc, ce ne sont pas, ce qui est très important, je parle là particulièrement aux professionnels de santé. Il y a des territoires dans lesquels, pour l'instant, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, comment on voudra l'utiliser dans l'avenir, qui s'inquiètent un petit peu de ça, comme une espèce de machine concurrente. Je pense pas une machine. S'il n'y a pas le médecin, je dirais, vraiment un vrai médecin derrière l'écran, c'est pas de l'intelligence artificielle, en l'occurrence. C'est une situation avec le vrai médecin, mais qui craignent une concurrence. C'est exactement la place. Si je prends l'exemple de Maule, j'ai 4 médecins généralistes, on en a 5, je prends un cabinet qui est vacant. Il y a aussi 3 dentistes, il y a 3 spécialistes qui viennent de l'hôpital, qui tournent sur un cabinet, et puis il y a 7 paramédicaux, dont des infirmières également. Et les médecins, ils sont absolument ravis, ils appellent les enfants d'avoir cette cabine. Ils sont tellement chargés. Tu parlais tout à l'heure de nombreux, 50% des médecins étaient en situation de burn-out, débordement tel que leur propre santé en dépend, leur propre santé nerveuse en tout cas. Donc ils sont absolument ravis. Parce qu'ils ont bien compris qu'ils pourraient suivre leur patient quand même si leur propre patient va une fois dans cette cabine, c'est pas pour autant qu'il y perdra quelque chose. Bien sûr que non. Excusez-moi. Et donc, c'est effectivement un appareil qui est là pour simplement les aider. Alors, où est-ce qu'ils vont mettre ces appareils? D'abord, on en a mis 8 à titre de test, et il y en a mis au bureau qui est en test actuellement. On teste la fréquence d'utilisation, on teste le bon fonctionnement, est-ce que les gens sont satisfaits, est-ce que les médecins qui sont par exemple un médecin référent, la personne n'est pas allée voir, mais qui a bien reçu le compte rendu qui a été diagnostic, etc. Alors, d'ailleurs, la machine ne prend pas la carte bleue, hein, c'est uniquement vital, et la médecin conventionnée. Alors, on n'a pas de problème de dépassement également d'honoraires, il suffit d'arriver avec sa carte vitale. Hein. Et donc, ces machines ne sont vraiment pas du tout là pour concurrencer les médecins, mais au contraire pour essayer de combler les trous pendant la période dans laquelle on va être vraiment en sous-effectif médical. Alors que ça va être éternellement. Il va fallu ça une dizaine d'années, il a eu le temps de faire remonter la formation des médecins, et c'est compliqué. Il ne suffit pas de dire au concours on va accepter 20% de plus chaque année. Non, il faut encore le mettre quelque part. Il faut qu'il y ait des places en université, il faut qu'il y ait des places en hôpitaux. Et tout ça, ça a été abandonné pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, on a voulu stabiliser, on n'a pas voulu augmenter, et on s'est trompé complètement. Enfin, ceux qui ont pris ces décisions se sont trompés complètement. Alors que l'ordre des médecins voulait déjà depuis 20 ans, et d'autres, bien sûr, et bien d'autres, prévenaient qu'il allait avoir un problème. C'est là aussi que la population vieillit, même si elle désigne, elle augmente 2% en 10 ans. Maintenant, vous avez 25% de personnes, une augmentation plutôt de 25% des personnes de plus de 75 ans. Donc vous voyez, par l'espérance de vie, bien sûr, naturellement, elle vieillit. Quand on vieillit, bien sûr, elle vient plus souvent chez le médecin que quand on est jeune, de toute façon. Donc, ceci augmente, accélère ce problème de désertification médicale. Donc voilà pour l'essentiel. Alors on va en faire, alors on a mis 8, on veut en mettre 50. On les met où? On les met dans des lieux, comme c'est le cas ici, dans des lieux départementaux, comme le territoire d'action sociale,
dans les bureaux social. On va les mettre dans certaines mairies, ça me paraît opportun de le faire, toujours bien sûr dans des endroits qui sont connectés à la fibre, bien sûr, tout se passe bien. C'est important pour les zones rurales ici, c'est évident, c'est pas de problème dans les zones rurales. Toutefois, on est à 50 mètres, 100 mètres, 300 mètres du câble, donc ça fait partie des éléments importants. Dans certaines pharmacies, en milieu rural, ça peut arriver qu'on collabore aussi avec des pharmacies. Enfin, on reste complètement ouvert de ce côté-là. Le tout, c'est que ce soit un lieu qui puisse accueillir gros de 19h du matin jusqu'à 20h du soir. Et je pense, vous voyez, aux heures tardives, vous voyez, quand on rentre de son boulot, on va voir un médecin, c'est l'heure qui va lui demander des actifs, et c'est là où les cabines ont tout leur raison d'être, jusqu'à 20h, pas 21h. Quelqu'un est là pour pouvoir, bien sûr, accueillir et expliquer comment ça marche, notamment du. Donc, on va en développer plus de 50. Ça représente 9 millions d'euros d'investissement. Enfin, dernière chose, là, c'est pas lié à la désertification médicale, mais c'est des choses nouvelles dans le domaine de la santé. On a offert 2 robots chirurgicaux au centre hospitalier Nord, le groupement hospitalier Nord des Yvelines, et au groupement hospitalier Sud. Je m'explique, il y en a une au l'hôpital Mignot, et il y en a une à l'hôpital de Poissy. Enfin, un robot. Et les médecins, les chirurgiens se déplacent, bien sûr, pour utiliser le possibilité, par exemple, de Rambouillet. Rambouillet est en fusion avec Mignot, et donc vous avez des chirurgiens de Rambouillet qui vont à l'hôpital Mignot de Versailles pour opérer certains patients. Alors là, c'est pour atteindre, en fait, mettre quand même à la disposition des Yvelinois l'excellence médicale. Il n'y avait pas de robots. Et ces robots chirurgicaux sont quand même, effectivement, permettent d'atteindre un degré de perfection dans l'intervention chirurgicale, notamment en orthopédie, qui est remarquable. Et donc ça, c'est la recherche simplement que les Illinois puissent bénéficier aussi de l'excellence médicale, comme on peut le faire au cœur de Paris, par exemple. Mais ça, c'est quand même pas négligeable, parce que ces petits engins-là, ça vaut 2,5 millions à peu près pièce. Vous voyez, un peu moins. L'investissement, il est de 4 à 5 millions pour ces deux robots chirurgicaux. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est que tout cela est une politique volontariste, c'est qu'on n'a pas d'obligation légale. Et on a décidé de s'y mettre avec les communes. Et c'est ça l'originalité. Alors, c'est une telle originalité que c'est une initiative qui est unique en France. On est les premiers à l'avoir fait. Et de cette ampleur, c'est unique en France. Et on commence à être copié, je n'aime pas, au contraire, on fera des bulles, on sera content. Par pas mal de départements qui s'y mettent, bien sûr, de rattraper un peu le temps perdu. Voilà. Donc je suis ouvert à toutes vos questions. Je pense que je ne vais pas être trop long, donc je pense vous avoir dit véritablement l'essentiel. Si vous voulez savoir où sont les divisions médicales, je suis ici pour répondre sans aucun problème. Je peux commencer. Alors, j'ai deux. Sans micro, c'est bon? Bon, s'entend, oui, là. Levez-vous peut-être. Il y a quelqu'un avant moi, je ne sais pas. Chez vous, on vous entend de loin. Allez-y. Lucien, tu veux un micro? Et c'est à cause du numérique flocus. Oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est comme dans beaucoup d'industries aujourd'hui, que j'ai connu moi avant autrement, c'est pas des spécialistes. Les médecins, c'est des spécialistes de la médecine qui gèrent ce genre de trucs, c'est des énarques ou des gens qui sont font de la finance. Et le problème de la société aujourd'hui par rapport à celle que j'ai connue, je connais 68 aussi, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était des gens compétents. Je travaillais à la MAFRA, c'était des gens qui étaient spécialisés dans une médecine, dans d'autres domaines, qui géraient le travail.
C'est un peu pareil dans les hôpitaux, c'est-à-dire que ce n'est plus les médecins qui gèrent, mais c'est des financiers, c'est des administratifs. Et c'est ça l'erreur de la société, c'est qu'il faut que ce soit des gens compétents qui dirigent. Et je pense que c'était aux médecins de choisir leur numerus clausus, évidemment, éventuellement avec l'accord financier de la politique ou autre, mais il n'y aurait pas eu ce trou pendant 30 ans où on a baissé le nombre de médecins. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des situations un petit peu chaotiques, avec des gens aussi qui privilégient, peut-être qu'ils vont privilégier leur façon de vivre, parce qu'ils sont débordés, etc. Et je pense qu'il faut que ce numerus clausus soit confié aux médecins pour rétablir la société. Il est confié à l'ordre des médecins, mais vous avez raison de souligner, je vous dis tout à l'heure, ça fait 30 ans que l'ordre des médecins réclame à la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie et la sécurité sociale, ce numéro de clausus supplémentaire. Et c'est elle qui refuse. C'est-à-dire que, comme vous dites, certains énarques ont pensé que moins il y aurait de médecins, moins il y aurait de dépenses de santé. Voilà. Moins il y aurait d'ordonnances, donc moins de dépenses de santé, donc ça permettrait de rééquilibrer, ce qui est une absurdité totale. C'est aussi absurde que quand on disait que les 35 heures allaient améliorer le chômage. On n'a jamais amélioré le chômage. Ça a amélioré la vie des gens, contestablement, c'est agréable, ça laisse plus de temps disponible, voilà. Mais je veux dire, ça n'a jamais résolu le chômage pour autant. Et donc c'est des choses théoriques comme ça, on fait des calculs, ça ne fonctionne pas. Donc vous avez raison, c'est pas énorme. Et alors ce qui est rageant, quand on fait la comparaison de ce que coûte la santé en France à ce qu'elle coûte dans les autres pays de l'OCDE, c'est des pays occidentaux qui développent. Donc l'Europe, bien sûr, on met là-dessus les États-Unis, le Japon et d'autres. Vous avez une partie donc, nos dépenses de santé doivent être représentées à peu près une trentaine de % avec les retraites, 32% du produit intérieur brut. Dans une dépense publique qui doit être de l'ordre de 58% maintenant du PIB. Vous avez 30 points. Et quand on compare aux autres pays, donc là la comparaison se fait en proportion simplement, bien sûr pas en euros, en proportion on s'aperçoit que les autres pays ont en moyenne 22% de dépenses en matière d'assurance maladie, y compris la retraite. Et quand on regarde plus précisément maintenant, vous voyez le gap, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus que les autres. Alors ce n'est pas seulement dans la santé, c'est aussi dans le social, c'est-à-dire tout le domaine d'indemnité sociale qu'il peut y avoir. Mais alors, si on fait une autre comparaison, si on prend le coût des hôpitaux, et qu'on sépare dans l'hôpital deux dépenses. La dépense en soins, véritablement, compris la chirurgie, etc., comme fourchette, donc soins, et puis la partie administrative, pour gérer tout simplement. Gérer le travail hospitalier. Eh bien, nous avons en France exactement le double. Le double. C'est pas autant pour les c'est tout à fait comparable, peut-être 1% de plus pour le coût médical pur. Mais quand on regarde le coût administratif, il est le double. C'est-à-dire qu'on a 2 fois plus de personnel, administratif, etc. Donc on a effectivement, vous avez parfaitement raison, monsieur, on a bureaucratisé. Voilà, technocratisé et bureaucratisé le fonctionnement des hôpitaux. Alors là, je parle que des hôpitaux, et ça ne facilite pas, bien sûr, la vie des hôpitaux pour les gros problèmes de budget qui sont en déficit, mais le déficit, il est là, du côté administratif. Bonjour, Martin Gris au Muro, je suis dans le milieu sportif et ma question, elle est, pas ma question, mon inquiétude, elle est sur, vous parlez de 50 cabines cyber médecins,
On parle aussi de sous-effectifs, de période de sous-effectifs. La plus grosse période, à mon avis, pour les sportifs, hein, je parle pour les sportifs. Elle va arriver là, début de saison, c'est-à-dire septembre, octobre. Je vois moi aujourd'hui un enfant qui veut faire un certificat de non-prédication, on lui demande 3 mois d'attente. C'est énorme. Je ne pense pas que votre cabine ou 2 cabines qu'il y aura au Muro va combler ce retard. C'est pas possible. Alors, il y a ça. La deuxième chose, c'est j'ai des sportifs de haut niveau qui ont besoin d'autres pratiques sportives, ils ont besoin de kiné. Un kiné au Muro, c'est pas possible. Il faut aller à l'étranger, il faut aller, je sais pas, traverser les frontières. C'est impossible. Donc, ces questions-là, moi, elles me taraudent depuis longtemps. Et ce que je trouve encore plus dommage, et ça, je vais le dire, depuis 3 mandats au Muro, depuis 20 ans, on n'a plus de centre médico-sportif. On avait un très bon centre médico-sportif avec un groupe de médecins qui venaient, on payait pas grand-chose, mais nos sportifs allaient là-bas, il y avait un suivi, c'était formidable. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Ça, c'est le passé. Mais voilà, je m'inquiète pour le... Je peux simplement vous dire, et vous dire que vous avez raison sur le fait qu'une cabine de télémédecine elle-même, elle ne répondra absolument pas à ce problème de médecine sportive. C'est évident, et en théorie de kiné. Il manque des soins directs, bien entendu. Donc c'est par les maisons médicales, dans lesquelles aussi, alors, ça dépend des territoires. Il y a des territoires qui n'ont pas de problème, je suis dans mon kiné, d'autres où c'est difficile. C'est le cas des bureaux, donc ce que j'espère, c'est que dans la maison médicale dont vous parlez, donc je ne connais pas encore les caractéristiques, c'est tout à fait nouveau, on pourra aussi mettre peut-être des kinés. Mais là, c'est plutôt les maisons médicales à votre souci, partiellement. Dans les médecins généralistes que j'ai un mot, je prends un exemple, j'en ai un qui est spécialisé dans la médecine sportive, mais il sait le faire. Bon, c'est pas forcément le cas partout. Mais c'est en tout cas l'humain qui fonctionnera. Ce ne sera pas une machine effectivement, qui pourra aider les sportifs quels qu'ils soient. Peut-être Marc, je vais dire, on a un conseiller départemental qui est là, Marc Hertz, qui est aussi maire des Cueilleux, et surtout des kinésithérapeutes. Il va pouvoir nous éclairer sur la question des kinés. Non, mais je vais reprendre aussi le sujet de monsieur qui a parlé du numérosus clausus, et à juste titre. Simplement, aujourd'hui, on est obligé de penser ce qui va arriver demain, ce qui est arrivé avant, ce qui est arrivé pendant le numérosus clausus, c'était une catastrophe, on est tous d'accord. Et je vais reprendre en même temps ce que vous dites par rapport au numérosus clausus. Vous savez que les kinés aussi ont un numérosus clausus, ce qui est affolant. On manque de professionnels de santé partout. Il y a un sujet qu'on n'a peut-être pas élaboré. Tant qu'on ne va pas payer correctement les professionnels de santé, il ne faut pas espérer qu'on va en avoir beaucoup. Aujourd'hui, qui veut faire un médecin, il faut en avoir envie. Médecin, avec le tarif qu'on a proposé de 25 € à 26,50 €, on connaît bien où il se déconventionne, où honoraire libre. Il ne faut pas rêver. Je ne sais pas au niveau comment on pratique la tarification, mais aujourd'hui, il y a très peu de médecins qui pratiquent 25 €. 25 € pour une consultation, si elle est bien faite, c'est scandaleux. C'est quand même une séance d'études, pas de lecture. Donc, il faut le comprendre. Un kiné, pour prendre la profession que je connais bien, quand vous voyez, moi j'ai vu le tarif, il n'a pas bougé, mon remplaçant, pour ainsi dire, à part à augmenter ses tarifs. On a un matériel très onéreux dans la kinésithérapie. Il faut être disponible, c'est un métier fatigant. Il y a peu de gens qui veulent le faire aussi, ça. Donc, il faut. À mon avis, l'avenir, c'est d'intéresser les jeunes, les futurs professionnels de santé. On a une chance sur les bureaux, c'est qu'on a un pôle de formation médicale sur Récheville. Et ça, je crois que c'est une chance de notre département. Là, j'ai encore insisté avec Laurent. Notre département a fait des conformiers de professionnels de santé, et pas que médecins, puisqu'il faut parler des paramédicaux. Parce que, j'en ai une de côté de moi, les médecins ne travailleront pas sans les autres professionnels de santé. C'est pas possible. Donc il faut pas c'est le milieu médical. Et ça, il faut le comprendre. Et l'avenir n'est certainement pas rose, comme disait très bien Laurent.
on est à la recherche, il faut que les professionnels de santé, on arrive à les fidéliser dans une maison médicale. Parce qu'aujourd'hui, on a des nouveaux professionnels de santé, je vais dire méchamment, qui vont être plus offrants. Et ça, c'est un petit peu grave. Nous, à notre époque, notre patientèle, on essayait de la fidéliser. Moi, je vous dis franchement, je me suis installé à 23 ans avec Quevilly, j'ai jamais quitté mon cabinet. Parce qu'on essayait de respecter nos patients. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent.